Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve du calendrier cycliste professionnel 2023, le Tour de la communauté de Valence. On va revenir sur le parcours de cette épreuve, la météo, les favoris, un petit peu la liste de départ pour cette édition 2023 de cette épreuve du Tour de la communauté de Valence qui démarrera mercredi, qui se terminera dimanche, les mêmes dates que l'étoile de Bessèges. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour les sprints, pour le général, à me dire ce que vous pensez du parcours également de cette édition 2023. N'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, c'est encore mieux. Ça c'est ce qu'on appelle le 5 Graal, comme vous rajoutez toutes les notifications, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos qui sortent. N'hésitez pas aussi à aller voir directement la page YouTube de la chaîne si vous pensez avoir raté une course ou une vidéo. N'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0 sur Spotify. TikTok en ce moment c'est calme, vidéo qui est encore réalisée dans des conditions où je n'ai toujours pas de connexion internet. La magie de l'internet en France et la fibre c'est pas pour tout de suite. Du côté de l'année 2023 de ce Tour de la communauté de Valence, eh bien le Tour de la communauté de Valence, je dirais c'est quand même une belle épreuve pour les grimpeurs. L'étoile de Bessèges c'est quand même compliqué parce que bon, vous avez que le Mont Bouquet en soi qui peut convenir un peu aux grimpeurs, et encore c'est quand même court le Mont Bouquet. Il y a le vent aussi, parfois il fait froid en plus. C'est vrai que Valence c'est un petit peu mieux. Les conditions climatiques sont meilleures, il y a souvent pas mal d'adversité au départ de cette course, et puis on a des montées vraiment qui ressemblent à des montées qu'on peut retrouver notamment sur le Giro, sur la Vuelta plutôt. Donc c'est des montées beaucoup plus grand tour qui permettent vraiment de se remettre bien en rythme. Et puis c'est vrai que si vous n'aimez pas non plus les fortes chaleurs comme en Arabie Saoudite, eh bien c'est vraiment je dirais l'endroit où il faut aller vraiment. Et c'est vrai qu'on a un beau plateau au départ de ce Tour de la communauté de Valence. Chaque année, on a beaucoup de monde qui vient sur cette course. Je dirais que l'année où c'était un peu plus calme, c'était l'année où cette course avait lieu en avril à cause de la Covid. Mais c'est une belle épreuve pour les grimpeurs. Ça permet de bien se préparer puisqu'on a des montées voilà, de 11-12 km. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas très haut en altitude non plus. On monte pas à 1500, 1600, 2000 mètres d'altitude. Donc on n'est pas vraiment gelé comme sur d'autres épreuves où on a tendance à monter très haut en altitude très tôt, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Et puis il n'y a pas ces soucis il y a beaucoup moins de soucis quand même de bordure qu'on peut avoir sur l'étoile de Bessèges, donc ça permet peut-être de reprendre un peu plus calmement la saison cyclisme. On regarde tout de suite le parcours de cette édition 2023 du Tour de la communauté de Valence. J'ai encore du mal avec l'année 2023 cette année. Première étape, on partira de Orihuela pour aller à Altea. C'est une étape qui fera 188 km avec une première partie de journée plutôt plate sur les 100 premiers kilomètres, et puis il y aura le sprint intermédiaire La Nucha, et c'est là que ça se complique avec notamment le Puerto de Rates, 14 km 1 à 2,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Mais en fait, cette côte est divisée en deux parties. Vous avez une première partie qui s'appelle la Tarbena, qui elle dure 8 km 9 à 4,7 de moyenne. Et puis ensuite, c'est un petit peu comme la route des Crêtes. Il y a un petit plat, une petite bosse en haut sur la fin. Et puis ensuite, ça redescend pour la montée de Bernia, 10 km 9 à 3,8 de moyenne, côte de troisième catégorie, avant une descente vers Altea, qui est l'un des coins souvent où on se prépare pour les courses de début de saison entre Calpe, Altea, c'est toute cette côte autour de Valence où les coureurs souvent connaissent très bien, surtout à cette période de l'année, parce qu'ils ont fait pas mal d'entraînements dans cette zone-là au mois de janvier et au mois de décembre, lors des stages de pré-saison. Première étape qui, je pense, devrait plutôt convenir aux sprinteurs. L'étape numéro 2 entre Novelda et l'Alto de Pinos Beniessa. Là, c'est une étape où on devrait plutôt avoir des grimpeurs en forme, notamment avec la montée de Meigno, 8 km à 3,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Ça sera au km 19,5. On enchaîne avec la montée de Tibi, 3 km 8 à 5,1 de moyenne, côte de troisième catégorie. Le Benifaline, 12 km 5 et 4% de moyenne, côte de deuxième catégorie à 1000 mètres d'altitude au km 58, enchaîné avec Confrides,
5 km 7 à 4,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie, ça sera au kilomètre 76,5. Et puis ensuite, on va pas mal redescendre quand même en plaine, après ce début d'étape qui aura été très musclé. On aura un passage à la Fustera, 4 km 3 à 4,9 de moyenne, côte de troisième catégorie, ça sera au kilomètre 128,5. Au kilomètre 145, Cumbres del Sol, 3 km 4 à 8,5 de moyenne, côte de première catégorie. Là déjà ça va se corser. Et puis en fait à partir du pied du Cumbres del Sol, vous voyez qu'on est toujours un petit peu en prise, en faux plat montant, voire en grosse difficulté avant cette arrivée finale à l'Alto des Pinos Binessa, 13 km 6 à 2,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On a l'impression que c'est pas grand chose, oui, mais en fait ça se déroule en deux rampes. Vous avez une première rampe qui dure 2 km à 5,4 de moyenne, ensuite un plat, et puis une deuxième rampe finale de 3 km 2 à 7,2% de moyenne qui devrait faire mal, qui pourrait permettre peut-être à une dizaine de coureurs de s'échapper au niveau du classement général. Étape numéro 3 entre Bétera et Saint-Gouteau, étape où on peut avoir plusieurs scénarios possibles sur cette étape courte de 146 km. Le début de journée est un petit peu vallonné, mais pas très difficile non plus. Avant la montée de l'Oronette, 4 km 4 à 4,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie, au kilomètre 91,5. Donc on sera à une petite soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Et avant la montée, la deuxième montée du jour, qui sera la montée de El Garbi, 4 km 6 à 6,9 de moyenne. Sauf que la première rampe, c'est 2 km 3 à 11,1 de moyenne. Donc c'est une montée qui pourrait faire extrêmement mal. Je suis pas sûr qu'on arrivera à avoir un sprint après El Garbi où ça sera pas facile pour les coureurs. Il faudra revenir très vite. On devra avoir un sprint en petit comité, mais peut-être un sprint sans sprinter, ce qui est un petit peu paradoxal. Le lendemain, l'étape numéro 4 entre Burriana et l'Alto des Covasanta. De nouveau une étape de moyenne montagne, un petit peu compliquée avec notamment la côte de Ain, 5 km à 4,1 de moyenne, côte de troisième catégorie. Le Collado des Ayodar, 4 km 4 à 5,1 de moyenne. Toralba, 5 km 7 à 5,7 de moyenne. Ça sera les 65 premiers kilomètres de course. Ensuite, ça se calme, un petit peu comme lors de l'étape numéro 2. On passera une première fois par la ligne d'arrivée en prenant le Montmeilleur, 10 km 8 à 4,7 de moyenne, mais on passera par la ligne d'arrivée une première fois, redescente. Et avant la montée finale de l'Alto de Covasanta, Altura, 8 km 1 à 4,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie, une journée où normalement le leader du général devrait s'extirper lors de cette étape-là. Parce que le lendemain, ça sera une étape très courte de 95 km entre Paterna et Valencia, avec le passage de nouveau à l'Oronette, 4 km 4 à 4,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie, au kilomètre 27. On enchaînera avec la montée de la Frontera, 5 km 2 à 9% de moyenne, côte de première catégorie, mais qui sera quand même encore à 45 km de l'arrivée. Ensuite, ça sera beaucoup plus plat avant l'arrivée à Valence. Mais si les écarts sont encore un petit peu serrés, ça peut nous donner une étape très intéressante avec une équipe qui décide de mettre en route très vite parce que l'étape, encore une fois, est très courte du côté de la météo. Grand soleil de prévu comme à Bessèges lors des présentations avec un peu de vent, mais qui sera quand même beaucoup moins fort qu'à Bessèges. On sera sur du vent sud-sud-est entre 15 et 30 km/h. Ça me semble un peu léger pour des bordures, mais se méfier. Il y a quand même une ou deux étapes où on est le long de la mer. Je le dis toujours, mais quand on est le long de la mer, Météo France a toujours tendance la chaîne météo, la météo en France, a toujours tendance à sous-estimer un petit peu la vitesse du vent. Donc, il faudra se méfier à ce moment-là. Du côté du palmarès de cette épreuve, c'est une épreuve qui en est à sa 74e édition. L'année dernière, Alexandre Vlasov s'était imposé devant Remco Evenepoel et Carlos Rodriguez. L'année d'avant, c'était Stefan Kung devant Oliveira et Henrik Mas. C'était l'année Covid, et l'année d'avant, c'était Pogacar, Jack Haig, Gegenhardt. Parmi les vainqueurs, on a eu des grands vainqueurs espagnols, Izaguirre, Valverde à 3 reprises même. Ruben Plaza également, Wout Poels, Nairo Quintana également s'est imposé sur cette épreuve, le coureur qui n'est toujours pas à la retraite, pardon. Vainqueur surprise, un petit peu Alexandro Petacchi en 2005, ou encore Alex Zule, Dario Frigo, 2003-2002. Abraham Olano également en 2000, Vinokourov en 1999, ça devait peut-être même être l'une de ses premières victoires.
Du côté du général, dernière victoire française, c'était en 98 avec Pascal Chanteur. En 96, on avait eu Laurent Jalabert. Puis en 97, on avait 2 Français sur le podium avec Armand de las Cuevas et Christophe Moreau. Parmi les autres vainqueurs français, nous avons Bernard Hinault en 86, lors de sa dernière année chez les professionnels. Bruno Cormillet en 84 également s'est imposé. Eddy Merckx en 69 avait remporté l'épreuve également. Et puis Rick Van Looy en 59 également s'était imposé lors de cette première épreuve. C'était la deuxième vainqueur non espagnole. Et le premier vainqueur, c'était en 1929, c'était Salvador Cardona qui s'était imposé devant Valeriano Reyes et Juan Mateo. On passe tout de suite aux équipes présentes dans cette course, dans cette 74e édition du Tour de la Communauté de Valence. Alors tous les coureurs n'ont pas encore été annoncés. J'enregistre, il est 11h42, nous sommes mardi. Peut-être qu'il y aura des annonces encore une fois un petit peu tardives. Du côté de la Bahreïn Victorious, on nous marque Mohoric et Caruso avec Gino Vedder et Fred White. Du côté de la Bora Hans Grohe, nous avons Bob Jungels, Lennart Kamna, Vlasov. Du côté de la UAE, Team Emirates, nous avons Molano, McNulty, Solé et Maika. Nous avons du côté de la Trek Ciccone Molena Tuns, du côté avec Kenny Allison également. Du côté d'Intermarché, alors là nous avons Rui Costa et Madis Mikkels pour le moment seulement d'annoncer. Du côté de la Movistar, c'est Roras, Luis Mas et Alex Aramburu avec Garcia Cortina. Du côté de la Jumbo Visma, une équipe qui n'est pas encore excellente avec Sam Oomen et Olaf Koy et Koen Bouman. Je pense qu'on se dirigera plutôt vers les sprints autour de Olaf Koy. Du côté d'Astana, Simone Velasco, David de la Cruz au départ et Samuel Battistella. Du côté d'Ineos, Castroviero, Puccio, Guggenhardt, Arensman avec Rodriguez. Du côté de la Jayco, nous avons Craddock et Callum Scottson également au départ avec Eddie Dunbar. Du côté de la Cairn Pharma, nous avons Giovanni Carboni notamment et les Ogui avec Roger Adria également. Du côté de la Burgos, nous avons Ander Okamika, nous avons Ardilla et nous avons également Pelayo Sanchez qui a pris une belle deuxième place sur l'échange de Majorque. Du côté de la Cara Rural, Barcelo, Aolar et Eile Mikel, l'Éthiopien, sont au départ. Du côté d'Auscatel, nous avons Soto, notamment avec Johan Baou au départ. Du côté de la Great Project Bardiani, pour l'instant, j'ai Luca et Zocaretto, mais pas d'autres coureurs. Du côté Human Powered Earth, nous avons Colin Joyce, Barnabas Pic et Agnolowski. Du côté de la Uno X, nous avons Alexander Christophe et Anton Charming. Du côté de la Q36.5, nous avons Philippe Okonka, Matteo Moschetti également au départ. Et puis du côté de la team Flanders Baloise, nous avons Kamel Bonnieux et Lindsay De Wilder. Du côté des favoris pour cette épreuve, du côté du général, eh bien j'ai mis Alexandre Vlasov, toujours très bon sur les courses de 5-6 jours, et puis il avait été tellement bon l'année dernière. Moi j'ai été super déçu avec son Tour de France parce que ça y est, je me dis, j'en avais fait un de mes favoris pour le podium. J'avais dit cette chute vraiment lors de l'étape de Binche lui fait énormément de mal au niveau du général. Marc Solé, là aussi, on est sur un coureur. Alors pourquoi je mets Marc Solé du côté du UAE? Parce que vous allez me dire, il y a McNulty, vous avez également Maika au départ, donc j'aurais pu mettre, même Diego Ulissi, j'aurais pu mettre ces coureurs-là. Mais Marc Solé, déjà en Espagne, souvent il est bon quand même, il choisit un petit peu ses territoires de course. Et puis Marc Solé, 5-6 jours, c'est également des types de courses qui lui correspondent bien. Maika, je suis pas sûr qu'il soit encore au top de sa condition physique. McNulty, il est bien, mais en même temps il n'y a pas de contre-la-montre non plus, donc ça peut être un désavantage pour lui. Donc moi je verrais bien Rafal, Maika. Et puis Landa du côté de la Bahreïn, là aussi on a une belle équipe du côté de la Bahreïn, Gino Vedder, Caruso. Je me dis que Landa c'est quand même pas mal. Alors il y a Bilbao aussi, moi je privilégie Landa. On peut mettre aussi Bilbao en début de saison, mais moi je verrais bien Landa performer sur cette course, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Grosse cote, j'ai mis Ciccone, faut quand même s'en méfier parce que 5 jours sans contre-la-montre, même s'il dit que cette année il va être beaucoup plus baroudeur. Trek, ils peuvent pas se contenter non plus que des baroudeurs, il faut à un moment marquer des points.
Donc, un classement général, ça permet de marquer des points. Et puis, j'ai mis le petit Carlos Rodriguez, le coureur espagnol de Ineos Grenade. Là encore, une belle équipe avec Geoghenaert et Arensman. Rodriguez, Arensman, je pense qu'il doit encore prendre ses marques dans cette équipe. Et puis, Geoghenaert, c'est plus le grand Geoghenaert qui avait gagné le Tour d'Italie. À part si on retrouve le grand Geoghenaert qui a gagné le Tour d'Italie. Mais je pense quand même avantage à Carlos Rodriguez par rapport à Omar Fraile qui pour moi maintenant est plus un équipier qu'autre chose. Du côté des favoris en termes de sprint, j'ai mis Fred White. On a rarement des sprints tout plats. Fred White, ça reste quand même un super coureur. Donc faudra, je pense, s'en méfier sur les sprints un peu en boss. Alors à part s'il y a Guilhermet, encore une fois, j'ai pas la composition d'Intermarché. Si Guilhermet, forcément Guilhermet fait partie des favoris, mais pour l'instant il n'est pas annoncé. Moi j'ai mis Olaf Koy, s'il arrive à passer les bosses, Olaf Koy, et on sait qu'il est capable quand même de passer quelques difficultés parce qu'au championnat du monde sur la course espoir, il fait 5e. Olaf Koy, c'est un élément qu'il va falloir suivre forcément parce que l'année dernière 14 victoires chez les professionnels, c'est quand même pas n'importe qui. J'ai mis Molano. Mais j'hésite de plus en plus avec mon Molano parmi les favoris. Le problème, c'est qu'il n'a pas trop d'équipiers avec lui. Alors certes, c'est un sprinter qui passe bien les bosses, mais il n'aura pas vraiment de train, donc ça risque peut-être d'être compliqué. Parmi les grosses cotes, un peu les coureurs à suivre. Moi, j'ai mis Agnoloski du côté de Human Powered Off. Je l'ai trouvé pas mal sur le Trofeo Palma, Agnoloski. Donc sur des arrivées peut-être un peu moins merdiques, ça peut le faire. Et puis Matteo Moschetti, première course de la saison chez Q36.5. Il est souvent bon en février, Moschetti, déjà avec la Trek. Alors avec une équipe qui sera peut-être un peu plus à son service, ça peut peut-être le faire pour le coureur italien, pour le petit sprinter italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais c'est pas encore la fin parce qu'on va regarder le programme télé. Eurosport 2 tous les jours à 16h et puis samedi et dimanche ça sera à 16h15 la diffusion sur Eurosport 2 et puis dimanche matin il y aura également une course féminine sur le circuit, encore une fois sur le parcours de 90 km qu'on a présenté qui sera également diffusé sur Eurosport. Ça sera aux alentours je crois de 11h dimanche matin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça, c'est le bon moment pour le dire. Et puis, on se retrouve pour de prochaines aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!